Alors comme ça, tu viens sur ma chaîne secondaire sans t'abonner. Non mais attends, je viens de voir que t'as même pas liké la vidéo. Ça, c'est vraiment méchant. Mais t'as de la chance, pour cette fois-ci, je te laisse passer. Mais c'est la dernière fois, hein. Allez, bonne vidéo. Donc voyons voir Tinder. Bon bah voilà, je suis célib. Et du coup, depuis quelques temps, j'ai des nouveaux meilleurs amis. Tinder, Bumble, Raya, Happen. Pour être totalement transparent, j'ai testé pas mal d'applis de rencontres, comme la plupart des gens célibes de mon âge, j'imagine. Au début, j'avoue, j'y croyais pas des masses, je pensais pas que c'était un truc pour moi. Mais un jour, un pote m'a convaincu. Il m'a dit franchement, mets-toi dessus, c'est pratique, tu vas voir, pour faire de nouvelles rencontres, passer à autre chose. Et finalement, un soir dans mon canapé, j'ai téléchargé ces apps qu'on connaît tous, et sans m'en rendre compte, j'ai commencé... C'est vrai que généralement, en fait... Pour tomber dans une appli de rencontre, c'est parce que t'as vu un pote dans cette appli de rencontre et en fait dans une soirée, il s'est dit oh bah les gars vas-y, vous êtes chaud, on commence à swiper. Et en fait tu le voyais swiper sur le côté et en fait d'un coup tu te retrouves avec l'application sur ton téléphone genre. à y passer de plus en plus de temps. Au début c'était assez inoffensif, c'était un quart d'heure de temps en temps, pendant que je matais une série, dans le métro, même au taf, en vrai ça m'est arrivé. Et résultat, je suis resté scotché à mon iPhone des heures, des soirées, des semaines, voire des mois entiers. J'ai parlé à un nombre incalculable de personnes, sans être capable de remettre aujourd'hui un nom ou un visage sur ces gens-là. En fait, tous mes moments libres étaient devenus une bonne occasion d'ouvrir Tinder. Et alors la semaine dernière, j'étais à Lille pour voir ma grand-mère, et je lui ai posé plein de questions sur sa vie, notamment sur comment elle avait rencontré mon grand-père. Je connaissais pas cette histoire, et tu vois, je me suis mis à me poser plein de questions. Comment les applis de rencontre ont modifié notre manière de rencontrer les gens? En quoi elles ont changé notre façon de consommer l'amour? Consommer, j'ai conscience que le mot est un peu hard, mais je le pense vraiment. Quel impact concret ont Tinder, Bumble et compagnie sur nos relations amoureuses? Est-ce que ces apps finalement ont pas bousillé notre capacité à rencontrer de nouvelles personnes? Est-ce qu'on est encore capable aujourd'hui de faire le premier pas sans message? Ça nous pose pas un problème? Bah déjà en fait, moi peut-être le truc qui me gêne dans les applis de rencontre les mecs, c'est qu'il y a un effet chronophage. Il y a un effet un peu TikTok. Je sais pas si tu vois genre, ça va être vulgaire ce que je vais dire mais j'ai l'impression les gars que tu fais tes courses en fait. Genre t'es là... bah, il y a des photos. Je veux pas. Je veux pas. Je veux pas. Peut-être t'as ce côté swipe. Et en fait, ça te. Je pense qu'il y a même un côté addictif, en fait, les gars. De société de À donner swiper, autant de genre. données intimes à des grandes boîtes? En allant me coucher, j'étais un peu matrixé. Et je me suis dit que j'allais commencer à enquêter sur le sujet. Une application de rencontre qui Sur un site de rencontre. Et même en vrai, Tinder, les gars, ça se base que sur le physique. Hein. Honnêtement, ça se base que sur le physique parce que les bios, tu les lis pas. Et enfin voilà, le contact, ça va être sur le physique. Et après, vas-y, tu vas avoir une conversation avec la personne. Et même parler sur Tinder. Aïe, 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 aïe. Parler sur Tinder. Moi, quand je parlais sur Tinder, les mecs, ce que je faisais, c'est qu'en gros, directement après, on parlait ailleurs. Voilà, on parlait ailleurs. Donc, peut-être sur WhatsApp ou. Ouais, généralement, c'était sur WhatsApp, tu vois, mais. Déjà, le fait. En fait, faut vite quitter Tinder. Genre, t'es sur Tinder, tu matches une meuf, la meuf, elle t'intéresse vraiment, tu parles avec elle, mais vite, faut se barrer de Tinder, tu vois. Et après, vous parlez ailleurs, et voilà, comme ça, il y a un vrai contact, et puis voilà, parce que parler sur Tinder, les mecs, c'est pas possible. C'est l'application de Là, elle te parle, et en même temps, elle swipe des mecs, non, c'est pas possible. rencontre la plus rentable au monde. Beaucoup d'applis de rencontres. Les applications de rencontre, C'est l'application Bumble. Tinder, Foot, c'est Tinder. Et là, c'est Tinder, mais en vrai, t'en as plein. T'as Fruits et tout. Bon. En fait, c'est d'autres mécanismes, les gars, mais globalement, c'est la même chose. J'ai un peu avancé et je me suis posé la question de comment on faisait des rencontres avant. En fait, avant, pour rencontrer quelqu'un, c'était quasi exclusivement dans la vraie vie. C'était via les potes, la famille, le taf, la religion. Les couples se rencontraient C'est ça que je vous disais, là, les petites soirées, les mecs. dans les balles publics, Voilà, au parc, c'est ça. à la messe. Mais il existait aussi, déjà, des agences matrimoniales ou carrément des petites annonces dans les journaux. Jeune homme très sérieux, 29 ans, ayant dot et avenir, connaissant culture, désire trouver mariage avec jeune fille ou jeune veuve, ayant parents établis dans la culture. Waouh, ça fait rêver. En fait, on peut presque dire que c'est l'ancêtre des bio-Tinder. Bon, et même si ces petites annonces, elles marchaient plutôt pas mal, on va pas se mentir, jusqu'à il y a pas si longtemps, la majorité des couples se formaient entre des gens qui avaient des connexions plus ou moins proches, et qui étaient donc souvent issus du même milieu social. Il existait, et il existe toujours d'ailleurs, des rallyes mondains, des grandes soirées dansantes où se retrouvent en général des jeunes issus de familles plutôt bourgeoises. L'ambition des parents... Alors, le truc aussi avec les soirées comme ça, c'est qu'en fait, ça faisait... En fait, ces soirées-là, après, c'est pas forcément positif, hein, mais ces soirées-là, les gars, faisaient en sorte que ça se mélange que entre personnes de la même classe sociale. Si je dis pas de conneries, tu vois.
C'est en mode, je sais pas, vas-y, on va prendre un exemple, t'as des riches, bah, tu savais que dans cette soirée-là, t'avais que des riches, tu vois. Donc, t'avais pas forcément de mélange de classe sociale, si j'ai pas de conneries. Derrière, c'est de se dire, bon bah ma fille ou mon fils va pas se mettre avec n'importe qui. Ouais, et le c'est fait ça, de en se fait, mettre c'est ça. en couple avec une personne du même groupe religieux ou social, ça a un nom, ça s'appelle l'homogamie. Et cette homogamie, c'était vraiment pas simple d'y échapper jusqu'à l'invention d'un truc, Internet. Bon, on n'est pas dans l'histoire d'eux, mais je peux pas m'empêcher de faire un peu de chronologie. Il y a moins de 50 ans, si t'allais voir quelqu'un et que tu lui disais que t'as rencontré l'âme sœur grâce à ça, bon déjà il saurait pas ce Ouais, que il te prend c'est. pour un fou, hein, direct. Et en plus, ça lui paraîtrait dingue. Et pourtant, en préparant cette vidéo, j'ai réalisé que la rencontre numérique, c'est quand même assez vieux. Enfin, assez vieux. Le concept de vidéo dating date des années 80. On perpétue la tradition des petites annonces, mais cette fois-ci, on le fait face cam. Je m'appelle Françoise. Je suis ce qu'on peut appeler en termes marketing une jeune femme superbe de corps et d'esprit, paraît-il. Je m'appelle Jean-Claude, j'ai 30 ans. Je suis célibataire, je mesure 1m73. Je m'appelle Oh, oui. Chantal. Bonjour, je m'appelle Emmanuel. Attends, mais ça ressemblait à ça, les gars. On dirait des CV vidéo, genre. Je suis célibataire. Bonjour, j'ai 28 ans. C'est terrifiant ou c'est moi? Je me prénomme Pierre. Et donc, ce qui a vraiment permis de démocratiser tout ça, c'est l'arrivée d'Internet. Internet a permis la démocratisation de la rencontre amoureuse sans réelle médiation, donc sans l'intermédiaire de nos proches. Et ça a permis un truc formidable, ça a permis à des gens qui évoluaient pas du tout dans les mêmes cercles de se rencontrer. Et donc, les sites et les applications de rencontres font leur apparition au milieu des années 90. Déjà, en 95, c'est la naissance de Match.com aux États-Unis. Et en France, ça prend pas tout de suite. En fait, il faut attendre 6 ans pour voir la petite sœur française de Match s'imposer ici. Ce site, c'est Mythique. Mais oui, Mythique, oh là là, ça date ça, les gars, les pubs qu'il y avait à la télé. Mythique, mon pote. Eh, chat, y a peut-être un monde où vos darons ils se sont rencontrés sur Mythique. Et vous le savez même pas. J'espère qu'il y aura peut-être un 2010 de mon chat, frère. Tes darons ils se sont rencontrés sur Mythique. Mythique.fr. Pour faire des rencontres, on ne fera jamais mieux. Mythique.fr. Rencontres sur Internet. Alors les années passent, Internet s'implante durablement dans nos vies, et au début des années 2000, les premiers smartphones font leur apparition dans les rayons. Au même moment, les applis de rencontre voient le jour. La toute première, on peut considérer que c'est Grindr, une appli de rencontre pour la communauté LGBT qui a débarqué en 2009. 3 ans plus tard, le principe se démocratise et s'étend à toutes les orientations sexuelles, c'est la naissance de Tinder. Bon après au début, les applications de rencontre, c'est souvent perçu comme un truc de geek ou de loser. Les gens qui sont dessus sont souvent stigmatisés. Au début des années 2010, on se vantait pas trop d'y être. Alors que bon, aujourd'hui c'est un peu un banal, standard, hein. quoi. Ça s'est complètement démocratisé. Oh, Popeye. You're really my knight. Au pays. Aujourd'hui, clairement, Mon Dieu. le regard a changé. Et d'ailleurs, je vous ai demandé sur Insta, Gasparger, c'est cadeau, si vous aviez déjà utilisé des applis de rencontre. Et j'ai quasiment eu que des réponses positives. J'ai utilisé des Alors applications. que pourtant, moi, les gars, quand je vous ai posé la question, mais en fait, personne. Genre, il y a peut-être 20% du chat qui utilise des applis de rencontre, mais sinon. De rencontres telles que Tinder, Fruits, Badoo. J'ai même essayé Happen aussi. J'ai commencé, j'avais 19 ans. C'était toutes mes ensembles dessus en même temps. J'ai utilisé un petit peu Tinder il y a 3 ans. Après, t'as une commu d'enfants. Je sais pas, une commu d'enfants. Vous avez quel âge? On va voir. On va voir. On va voir. Non, 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 non. Il y a des mineurs, ok. Les mineurs, c'est normal. Ok. Mais la moyenne, j'ai une commu entre 17 et 23 ans. Voilà. Donc ça veut dire qu'en moyenne, 19 ans, frère. Voilà, il y a plein de gens, ils ont... Après, les viewers qui ont 18 piges, les gars, c'est normal. C'est normal, ils vont pas utiliser Tinder à 18 piges. Tinder, tu l'utilises quand, je sais pas, allez, 19, 20, 21, 22. Mais Tinder à 18, ouais, je sais pas, hein, je pense que, bon, c'est chelou. Hein. Ans, et j'ai rencontré ma copine avec qui je suis toujours depuis. Pris par dépit, je me suis quand même inscrit sur des sites de rencontres. Je suis une femme, j'ai 32 ans. J'ai rencontré ma femme actuelle il y a 7 ans. Il y en a beaucoup qui s'inscrivent sur Tinder à 17 ans. Ouais, mais t'as pas le droit, non? Enfin, non, t'es obligé d'être majeur, hein, et t'es même obligé de mettre ta carte d'identité des fois. Donc, des mineurs sur Tinder, mon pote, bizarre. Voilà. Ah, ça triche! Oh, frère, Site de rencontre avec les fruits. Oh, ouais, d'accord, c'est bizarre ça. Bref, entre vous, mes potes et moi, ça fait pas mal de gens déjà sur les applis de rencontre. Je peux carrément vous donner des chiffres.
parce que j'ai bossé. En France, d'après une étude IFOP qui date de C'est 2018, bizarre. près de 26% des Français se seraient déjà inscrits au moins une fois sur une plateforme de rencontre. Et ce chiffre monterait à 59% pour les hommes de 25 à 34 ans. 6 mecs sur 10 de mon âge, on peut pas vraiment dire que ce soit un truc marginal. Bon, et même si j'ai pas de chiffres précis, j'ai quand même lu que depuis le Covid, les apps gagnent beaucoup de terrain. Elles sont de plus en plus utilisées par de plus en plus de monde. Et je le vois bien autour de moi, mon frère qui est au lycée, des amis de mes parents quinquagénaires, à même quelques seniors de mon entourage. Tout le monde est sur Tinder. Fini la stigmatisation, c'est vraiment devenu un phénomène de société. Et si les gens utilisent de plus en plus d'applis de rencontre, il faut dire aussi qu'il y a de plus en plus de choix d'apps de rencontre. Rien qu'en France, par exemple, on recense plus de 2000 sites et applications de rencontre. Alors il y a les classiques qu'on connaît tous, Tinder, Bumble, etc. Mais il y en a aussi des spécifiques par orientation sexuelle. Je vous parlais tout à l'heure de Grindr. Des apps selon ta religion, je pense à Mektoub pour les musulmans, G-Swipe pour les juifs ou Even pour les chrétiens. Bref, aujourd'hui j'ai l'impression que chaque communauté a son app. Et en parlant de ça, j'ai testé pour vous, uniquement pour la science, Raya. Raya, qu'est-ce que c'est? C'est ce truc-là. Normalement, c'est pour les gens qui bossent dans les industries créatives. T'as des gens qui bossent dans le ciné, dans des startups, et des mannequins, des DJ, des youtubeurs maintenant. Bon, la vérité c'est que c'est surtout une app de rencontre pour des gens qui ont une certif sur Insta. C'est imblairable, mais je l'ai fait. J'ai arrêté parce que ça me plaisait pas. Mais je trouvais ça intéressant d'essayer. Et Tu veux aider Cristiano Ronaldo, t'installes Raya, frérot. En gros, pour vous expliquer le process du truc, tu dois avoir 2 parrains pour rentrer sur l'app, tu dois connecter ton compte Instagram, ensuite il faut que les équipes de Raya t'acceptent, et il y a un deal par contre. Ah ouais, d'accord, c'est que entre stars en fait. C'est le Tinder des stars, les gars. C'est que tu ne peux pas montrer que tu es sur l'app. Enfin, tu peux pas prendre de photos, tu peux pas screener les gens que tu rencontres sur l'app. Sinon, tu as une notif avec ton adresse IP. Vas-y. Et on menace. Frérot, je suis en couple. Je vais pas. Qu'est-ce que je vais aller faire sur Raya? Vraiment de te ban du truc. J'ai déjà essayé. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? C'est les gens un peu famous. Moi, j'étais vraiment dans le bas du classement. Sur l'app, j'ai rencontré. J'ai vu qui? J'ai vu. En plus, t'es obligé d'être anonyme et si tu divulgues des images, je pense que t'es grave dans la merde. Hein. J'ai reçu un message de. Et là, si quelqu'un lit sur les lèvres, je suis mort. Mais j'ai arrêté. Parce que la vérité, c'est que c'est très dur de matcher quand t'es dans le bas du panier. Évidemment, parmi toutes ces applications. Mais frère, à tout moment, en fait, tu. Oh là là, mais attends, mais Raya, ça doit être une dinguerie, les mecs. Hein. Raya, c'est vraiment le Tinder des stars. Donc en fait, tu peux voir, ça se trouve, tu vois des acteurs de ciné. Ah ouais, non, ça doit être une folie, hein. Il y en a une qui se démarque des autres. Tinder, pas la chanson de Kesha. Et c'est sans rien dire. Mais les mecs, ça se trouve, je vais me faire fusiller, frère. Tinder, c'est un truc de dingue. En plus, vous me dites essaie, mais j'ai même pas la certif Insta. J'ai même pas la certif Insta, frère. On a bientôt 50K sur Insta, j'ai même pas la certif. Mecs, ils sont dans 190 pays. En France, aux États-Unis, en Bolivie, en Papouasie, en Arménie, au Liban. Tinder, c'est 1,6 milliard de swipes par jour et 50 millions d'utilisateurs. Attends, 1,6 milliard de swipes par jour. Mais est-ce que même, les gars, il y a autant de femmes sur cette planète? Parce que alors, là, je suis désolé, mais il y en a, ils swipent non-stop, c'est pas possible. Ils ont le doigt en sang, là, il n'y a plus d'ongles, il n'y a plus rien, là. C'est le téléphone, il est en feu, là. 1,6 milliard de swipes par jour. Il y en a, ils veulent vraiment se mettre en couple. Actif dans le monde. Oh, c'est chaud, hein. Ah bah, c'est ça qu'il y a une limite de swipe, à part si tu prends la version Gold. Tu prends la version Gold, t'as des swipes illimités, t'inquiète pas. Continue, nous, ça n'existera plus. Pas beau à voir. Non. Ça n'existera plus là-bas. Hein. Ça n'existera plus. Non. On gâche tout. Tous les sentiments sont gâchés. C'est l'animalité maintenant. Bon, ça va vous? Moi, ça fait quelques semaines que j'enchaîne les dates. Et voilà, je vous dis la vérité, j'ai pas l'impression de rencontrer grand monde. En fait, c'est vraiment frustrant, j'ai l'impression de rencontrer personne. Je swipe, quand je match, je suis content, j'organise des verres avec des meufs que je reverrai sûrement pas. Alors au début, c'était cool, hein, c'était marrant, c'est devenu une vraie habitude dans mon quotidien. J'ai réalisé que ce moment de kiff était devenu presque un moment de contrainte. Et sur Insta, vous êtes beaucoup à m'avoir dit que vous aviez ressenti un peu la même chose. Je vais tous les jours sur Tinder, tous les jours sur Grindr, et à chaque fois que je sors de l'application, j'en ai marre. Je souffle. On n'arrive pas à désinstaller les applis parce que même des moments où je ne voulais plus y aller, où je ne voulais plus faire des dates, etc., virtuellement, etc., ça me saoulait. Je gardais ce truc sur mon téléphone. Il y avait cette
cette envie en moi beaucoup trop forte et donc je remettais l'application. Cette addiction de forcément vouloir tout le temps matcher avec des gens, parler à des gens, voir le plus de gens possible. Ouais, mais du coup, les gars, est-ce qu'on peut vraiment considérer Tinder comme une application de rencontre? Est-ce que l'objectif, en fait, au final, les gars, de Tinder, ce serait pas de te garder sur l'appli? Parce que, faut se dire ça, en fait, comment ces applications se font de l'argent? En fait, si tu prends le problème à l'envers, tu dis que c'est peut-être pas tant une... C'est peut-être pas leur objectif, en fait. Peut-être que leur objectif, c'est juste de te garder sur l'appli. Et pas de te faire rencontrer des gens. C'est peut-être ça, en fait, les gars. Un jour sur 3, j'enlève l'application et le lendemain ou dans la journée, dans la même journée, je peux le remettre. On se prend très rapidement au pli de swiper, on apprécie d'être liké, ça peut devenir vite un jeu. C'est horrible en fait. C'est le but de l'application, enfin c'est logique, bah justement, enfin Tinder se présente comme une application de rencontre, donc t'es censé utiliser Tinder pour rencontrer, enfin ce que t'attends de Tinder c'est que Tinder te fasse rencontrer des gens. Mais est-ce que c'est vraiment le vrai objectif de Tinder? Moi je pense que l'objectif de Tinder c'est juste de te garder sur l'application. J'ai voulu comprendre pourquoi ces apps, notamment Tinder, avaient autant d'impact sur mon moral et celui des autres. Et moi au début, franchement, j'y croyais. Je pensais qu'au bout d'un moment, à force de swiper, j'allais finir par rencontrer quelqu'un, qu'on s'échangerait des messages, qu'on organiserait un premier date. Mais qu'en tout cas, à un moment donné, il y allait avoir une fin à ce petit jeu. Qu'à un moment donné, j'allais supprimer ces apps de mon téléphone. Mais non, c'était trop beau pour être vrai. Les apps de rencontre, leur but, c'est pas qu'on les désinstalle hyper rapidement. J'ai vu l'autre jour que c'était le slogan de Hinge. L'appli de rencontre conçue pour être supprimée. Le but final de ces apps, c'est pas qu'on rencontre l'amour en un claquement de doigts. C'est qu'on garde ces apps durablement sur nos téléphones pour pouvoir leur générer du profit. Tinder, Bumble, Raya, Hinge, Fruits, toutes ces apps sont des entreprises. Et des entreprises plutôt rentables. Derrière la plupart des applications de rencontre que vous connaissez, il y a un gros groupe américain. Match, c'est une entreprise américaine qui est propriétaire de Tinder, Mythic, OkCupid ou Hinge, pour ne citer. Les mecs, c'est les cupidons modernes. Hein. Et ce groupe gagne beaucoup d'argent. Et j'ai les chiffres sous les yeux. En 2020, le chiffre d'affaires annuel de Match.com a dépassé les 2 milliards de dollars. Et Tinder, qui fait partie du groupe, n'y est pas pour rien, puisqu'en 2019, Tinder a tout simplement détrôné Netflix et est devenu l'appli la plus rentable hors jeu sur l'App Store. Quoi ou le Google Play Store. Les apps de ouais, non, les gars, ça vit. Hein. Ça vit, les mecs, je vous dis, ça vit. Hein. rencontres n'ont pas pour but premier de vous faire rencontrer l'amour. Par contre, elles rapportent du cash. Mais à quel prix? Parce au final, les mecs, ils se font comment de l'argent de Tinder aussi? Faut voir le modèle économique. Hein. C'est les formules. Est-ce qu'il y a de la pub sur Tinder? Je sais pas s'il y a... Est-ce qu'il y a de la pub, les gars? Je crois qu'il y a de la pub. Je crois qu'il y a de la pub parce que des fois, tu swipes et bam, tu vas avoir un swipe pub. Un swipe pub et en fait, bah, c'est pas un match, mais... Ah oui, il y a de la pub? Ouais, si, il y a de la pub. Hein. Il y a de la pub. Il y a de la pub. Timide de tous les pays, réjouissez-vous, le bip bip de l'amour est arrivé, c'est le flashing. La première fois que j'ai téléchargé Tinder, je me suis pas trop posé de questions. C'était gratuit, pratique, je l'ai fait, c'est tout. Enfin, gratuit, pas exactement. Comme je galérais à avoir des matchs, je me suis dit que je pourrais bien dépenser quelques euros par mois pour pouvoir un peu booster mon profil. En fait, il faut savoir que la plupart des applications de rencontres reposent sur le modèle économique suivant, le freemium. Premium, c'est la contraction de free, qui veut dire gratuit, et premium, qui veut dire premium. Ces apps sont gratuites quand on les télécharge, mais elles proposent des options payantes qui permettent à ceux qui s'abonnent d'avoir accès à plus de fonctionnalités, comme booster la visibilité de son profil ou savoir qui t'a déjà liké. Et j'avoue... Surtout que, les gars, en vrai, sur cette application, mais t'es en concurrence avec tous les mecs. T'es en concurrence avec tout le monde. Sauf que si t'as genre 50 swipes par jour, même pas, 50 swipes par jour, et que le mec d'à côté, il a mis 20 balles par mois pour swipe illimité, mais mec, t'es foutu. Hein. J'ai fait. J'ai été le bon client comme 5 millions d'utilisateurs sur Tinder qui disposent d'un compte payant. D'ailleurs, je trouve ça intéressant. Je me suis rendu compte en faisant des recherches que parmi ceux qui disposent d'un compte Tinder payant, il y a principalement des mecs. Alors, c'est pas forcément parce que c'est des gros charros, mais c'est surtout dû au fait qu'ils sont en surnombre sur ces apps.
Et après, c'est des maths. Quand ils cherchent une relation hétéro, ils sont beaucoup plus nombreux que les filles, donc ils ont beaucoup moins de chances d'avoir un match parce qu'il y a plus d'offres que de demandes. Et même si les chiffres officiels des applis ne sont pas rendus publics, d'après plusieurs articles, on peut dire que sur Tinder, le taux de succès moyen pour une femme serait de 50%, Déjà, c'est énorme, les gars. C'est pour ça que je vous dis que c'est... Tout à l'heure, c'était pas... Voilà. C'est la vérité, les gars. En tout cas, sur Tinder... C'est les femmes qui dirigent le marché, frère. Et c'est logique. Entre 2% pour les mecs. C'est vraiment un... 2% de réussite, les gars. 2% de réussite pour un boug. Bah donc vraiment, mes meilleurs potes, ils ont eu de la chatte de zinzin, genre. Car significatif. Les personnes qui bossent pour ces apps savent que les mecs vont tellement galérer à matcher sur l'appli que ça va tellement les frustrer qu'ils vont finir par payer pour espérer matcher. Tout ça, c'est un nom, ça s'appelle la frustration programmée. Et d'ailleurs, certains spécialistes, comme le PDG de l'application One... D'ailleurs, les gars, vous allez trouver l'exemple bizarre, mais la frustration programmée, c'est exactement le même procédé qui est utilisé dans FIFA, les mecs. C'est la même chose. Tu sais que t'es meilleur que lui, mais t'arrives pas à le battre parce que le gars, il a mis 150 balles et il a une équipe de malades. Tu te fais péter le cul 4-1 alors que tu sais que dans les faits, t'es meilleur que lui. Tu vois? Et hop, frustration. Frustration, tu vas vouloir paquer. Alors que t'as pas envie de paquer, mais tu vas paquer. Ça s'appelle la frustration programmée. Peut-être que vous n'allez pas le faire, mais il y en a plein qui le font aussi. Les PDG de l'application Once disent que Tinder va carrément jusqu'à activer des mécanismes de frustration dans les cerveaux des hommes qui seraient susceptibles de payer des abonnements. En fait, c'est pas si compliqué. L'algo identifierait des profils qui ont un certain niveau de revenus ou d'études et qui seraient donc plus prêts à dépenser de l'argent que d'autres. Il ferait en sorte que leur profil apparaisse moins jusqu'à ce qu'ils soient tellement frustrés qu'ils finissent par prendre un abonnement. Et ouais, c'est ça. Mais du coup, en fait, ça veut dire que l'économie de Tinder se base sur la frustration des hommes à ne pas pouvoir match des femmes. Parce que des femmes qui prennent des comptes premium, je pense qu'il n'y en a aucune. Hein. Je pense qu'il n'y en a aucune, hein, vraiment. Il n'y a aucun intérêt pour une femme de prendre un compte premium. Hein. Qui réussissent à matcher. Quand je vous disais que l'objectif de Tinder, c'était pas forcément de nous rendre heureux, là, c'est presque flippant. Mais en fait, pour gagner de l'argent, les créateurs des apps ne comptent pas seulement sur le fait qu'on finisse par se prendre un abonnement, mais aussi sur le fait qu'on reste un max de temps dessus. Pour commencer, les designers d'app reprennent pas mal de mécanismes qui existent déjà dans les jeux vidéo ou les jeux d'argent. Le but, c'est qu'on prenne du plaisir à se connecter, qu'on ait presque le sentiment de jouer en swipant de droite à gauche. D'ailleurs, rien que quand on regarde le design de certaines applis, ça ressemble clairement à un jeu. Je pense par exemple à l'application Fruits avec ses petites emojis de fruits là. Ça fait vraiment penser à Candy Crush. Les couleurs, l'univers pop, on est sur un design presque de jeu vidéo. J'avoue. En dehors de l'interface des apps, c'est surtout les mécanismes des apps qui permettent de nous garder captifs que je trouve intéressant. Et parmi eux, il y a un mécanisme bien connu aujourd'hui, celui de la récompense aléatoire. En gros, quand on réalise une action qui nous procure un plaisir immédiat, alors à ce moment-là, notre corps sécrète une molécule qu'on appelle la dopamine. C'est vraiment, les gars, c'est vraiment toute notre vie, ça. Ça, c'est la recherche perpétuelle de dopamine, frère. Ça, c'est ma quête. C'est ma quête, ce truc. Qui va nous pousser, en fait, à répéter l'action ultérieurement. Par exemple, quand on mange un bonbon, ça procure immédiatement du plaisir, on libère de la dopamine. Qu'est-ce que c'est bon, la dopamine, on a envie d'en manger d'autres. Pour en revenir donc au mécanisme de la récompense aléatoire, il faut comprendre que quand la récompense est inattendue parce que aléatoire, ça multiplie l'effet de plaisir. Par exemple, au casino, quand tu joues aux machines à sous, le fait d'être récompensé de manière hyper rare et aléatoire, ça rend le plaisir d'autant plus intense. Donc, quand après avoir passé 20 minutes à ne pas réussir à aligner 3 symboles sur ta machine, et que comme par magie, après avoir actionné la machine, c'est enfin le jackpot, t'es surpris, t'es heureux, et tu... Mars qui pack New Gold, Mars qui pack Mewtwo Gold, les gars, dopamine. Libère de la dopamine. Ce mécanisme... c'est catastrophique en vrai. Hein. Le mec, il est là, il met 150 balles dans les cartes virtuelles, c'est pour ça que je vous mets un petit disclaimer, ne faites pas ça, tu vois, parce que moi c'est juste pour le contenu, donc c'est marrant, tu vois. Mais en vrai, dopamine. Dopamine pour un truc qui n'existe même pas. C'est le même sur les applications de rencontre. Tu swipes, et au bout d'un moment, tu matches, tu sécrètes ta dopamine, et tu recommences, sempiternellement. Et c'est comme ça que, sans s'en rendre compte, on passe un temps phénoménal sur les apps. On attend cette petite décharge de dopamine, ce boost émotionnel. D'ailleurs, selon une étude d'une grosse boîte de com française qui s'appelle BETC, 36% des utilisateurs d'appli seraient plus intéressés par le fait de recevoir des matchs que par faire une rencontre. Ah oui, d'accord. Ah ouais, donc c'est une question d'ego. Genre, t'es là en mode, ah putain, aujourd'hui j'ai reçu 10 matchs, ouais, c'est bon,
ça vient te conforter dans l'idée que t'es peut-être un beau gosse en fait. Un besoin presque viscéral de matcher, de plaire à des inconnus qu'on va probablement jamais rencontrer. Et ça peut devenir très problématique. Dans une étude IFOP, parue en 2018, 30% des personnes interrogées avaient avoué avoir déjà ressenti une forme d'addiction aux sites et aux applications de rencontres. Alors, c'est pas forcément facile de décrocher, mais l'addiction aux applis n'est pas le seul problème. En vérité, c'est seulement la face visible de l'iceberg. Il n'y aura pas de l'amour en l'an 2000, ce serait plutôt un ordinateur qui distribuera plus ou moins L'amour, la sensation? Oui, la sensation. Ah mais c'est fou hein. Un ordinateur. Et ce serait... le foreshadowing mon pote. Et ce serait tout serait programmé là. Vous êtes certain? Ouais. Ils avaient spoil les gars. Il a le acquis. En plus de nous rendre accros, j'ai un peu l'impression que les algos ont la main mise sur notre vie amoureuse. Je veux dire, quand on y réfléchit, ce sont quand même les algos qui décident de nous montrer certains profils plus que d'autres. On délègue le hasard de la rencontre à l'algo. C'est quand même une sacrée responsabilité aux conséquences lourdes sur nos parcours de vie, quoi. D'ailleurs, pour mon enquête, j'ai lu un livre écrit par la journaliste Judith Duportail, L'amour sous algorithme. C'est une enquête de ouf sur les dessous assez flippants de Tinder. Et j'ai trouvé son contact. Alors je me suis dit que ce serait pas mal de lui proposer un café, et elle a accepté. Alors ça s'appelait un Hello Score. Alors Hello, ça veut pas dire hello, ça vient du nom d'un mathématicien hongrois qui s'appelait Arpad Hello, qui avait développé dans les années 70 une technique de classement des joueurs d'échecs. Et Tinder au début, elle avait un peu pompé quoi. Et en gros ça fonctionne, c'est assez simple comme fonctionnement au final. C'est quand tu es un joueur d'échecs et que tu gagnes contre un joueur qui est très bien coté, tu gagnes des points. Ouais. Sur Tinder, ça veut dire si tu gagnais contre un joueur très bien coté, ça veut dire si tu matchais avec une personne très matchée, donc considérée comme désirable, tu gagnais des points. Attends, mais wesh, mais il y a un Hello? Il y a un Hello dans Tinder, mec. Mais ça me choque. Tu montais, ta cote montait. Mais et aux échecs, si tu perds contre un très mauvais joueur, tu dégringoles. Et sur Tinder, si une personne considérée comme médiocre, donc peu matchée, donc peu désirable, te swipait à gauche, et ben tu dégringolais aussi. Ah ouais. Oh putain de merde, mais c'est des malades. Et ça avait une influence sur les gens qu'on te montrait, etc. Tu te retrouves en LOL parce que tu matches personne, genre. Etc. Et moi, ça m'avait rendu... Enfin, moi, à l'époque, ça m'avait révolté d'être notée à mon insu sur mon physique. Ça m'avait rappelé quand j'étais au collège, et je me souviens, il y avait un mec dans ma classe qui s'appelait Tristan, je m'en souviendrai. Tristan. Les gars, mais c'est pour ça en fait qu'il y avait un pote qui me disait, il y avait un pote, ce malade, il me disait, il avait tellement grind Tinder, les gars, mais peut-être que le mec, chaque semaine, les gars, il avait peut-être 30 heures de Tinder, tu vois. C'était un dégénéré, il était fou. Hein. Et il me disait quoi? Ouais, en gros, frérot, j'ai une strat pour match plus de meufs. C'est quand il y a des meufs, tu vois, physiquement, c'est pas trop ton style. Bah, tu les matches quand même et tu parles avec elles. Dès que t'as un match, tu parles avec. Et en gros, le gars, il m'avait montré son compte Tinder, les gars. Et il parlait à 300 meufs en même temps. Et il y avait, sur les 300 meufs, hein, il y avait 299 meufs. C'était clairement pas son style. Et il y avait de tout. Il y avait de tout, les gars. Mais il avait grind comme ça, frère. Il avait grind comme ça. Et à la fin, en fait, tu voyais, il matchait. En fait, il était référencé, c'est ce qu'il m'expliquait, les gars. Il était référencé. Du coup, on voyait sa tête. Du coup, les meufs jolies, en priorité, elles voyaient sa tauté, frère. Après, malheureusement, après, en fait, à la fin, dans les derniers matchs, il avait pas des top modèles. Hein. Il avait toujours. Bon, il avait pas des meufs. Qui le correspondaient physiquement, quoi. C'était toutes les filles, comme il y a plein de mecs qui font ça au collège. Mais du coup, il y a vraiment un Hello. Quand j'avais appris ça, j'avais regardé mon téléphone et je m'étais dit, mais putain, Tristan, maintenant il bosse chez Tinder et il me bosse et il me note à mon insu, quoi. Enfin, ça avait réveillé plein comme ça de sentiments d'injustice et de colère que j'avais pu avoir dans ma vie, d'avoir été sans cesse évaluée que sur mon apparence. Et ça avait donné naissance, du coup, à cette enquête. Et quand le livre est sorti, Tinder a reconnu avoir utilisé le Hello Score, mais a déclaré l'avoir abandonné. Non, les gars, ils ont déclaré l'avoir abandonné, mais ça existe encore. Hein. Et t'y crois? Moi, je pense qu'ils ont fait un truc pire à la place, mais ouais, c'est ça, c'est pas des anges. Hein. C'est pour ça que j'ai trouvé que la démarche de Judith était hyper intéressante. Elle a demandé à Tinder de lui envoyer tout ce qu'ils avaient sur elle, tous les messages qu'elle avait envoyés, tous les profils qu'elle a matchés. Ah, ils ont tout. Tout. Ah, ouais. Ah, frérot, ça par contre, faut vraiment que ça reste confidentiel parce que, wesh, y en a, ils font des dingueries hein, sur Tinder. Hein. Que Tinder a. Judith l'a demandé. T'es allé demander à Tinder les données qu'ils avaient sur toi.
C'est ça. Comment ça s'est passé? Il m'envoie un mail comme ça, avec un fichier joint, et en me disant voilà toutes les informations que Tinder possède sur vous. Ok. Quand je l'ai ouvert, il faisait jour, quand je l'ai fermé, il faisait nuit, parce que ce fichier, il faisait 804 pages. Il y avait 804 Ah ouais, ça débite, hein. de données sur toi. Ouais, c'est ça, que Tinder avait accumulé. Donc au début, il y avait toutes les données que tu pouvais aspirer via Facebook, via Instagram, etc. Mon nom, mon âge, mes centres d'intérêt, où est-ce que j'avais fait mes études, combien de fois je m'étais connectée à Tinder. Et puis il y avait aussi toute la liste de tous mes matchs. Et là, alors, pour moi, si on m'avait demandé à cette époque avec combien de mecs j'avais parlé sur l'app, sincèrement, j'aurais répondu, je sais pas, j'ai dû échanger avec 30, 35 personnes. Et en fait, j'avais genre 842 matchs, quoi. Ah ouais. Ah ouais, les gars. 840. Et là, dans mon chat, il y en a, ils tremblent dès qu'une meuf a la 10 de body count, frère. Mais après, dit comme ça, on a l'impression... Tu préfères sortir avec une meuf qui a eu 6000 matchs Tinder ou une meuf à 10 de body count? Hein? Vas-y, faites votre choix. Mais t'as plein de trucs où t'as des conversations mortes-nées où tu dis hello, salut, enfin... j'ai pas... Moi, les deux. J'ai pas raconté ma vie à 842 personnes avec une connexion hyper profonde. C'était plutôt triste à observer. Tout ça mélangé, en fait. Moi, j'aime le risque. De lire ça, comme ça, à froid, ça a été une expérience qui m'a beaucoup fait réfléchir et beaucoup fait avancer, quand même. Bon, moi j'ai pas fait la même demande que Judith, donc je sais pas avec combien de personnes j'ai matché. Mais j'imagine qu'il y en a quand même un certain nombre. Alors même que... 800 matchs, c'est énorme. Non, en vrai, je pense que pour une femme sur Tinder... Non, je pense que 800 matchs sur Tinder, c'est pas énorme. En vrai. C'est pas énorme. Pour un homme, je pense que pour un homme, c'est compliqué. Je pense que 800 matchs pour un homme, waouh. C'est tendu, mais 800 matchs pour une femme, je pense que ça m'a l'air ok. Hein. Au final, j'ai pas parlé avec tant de personnes que ça. En fait, il y a cette idée sur les applis que si t'es pas satisfait à 200% par quelqu'un, tu trouveras toujours mieux sur l'appli. Et le problème, c'est que au final, tu continues toujours à chercher mieux et donc à ne pas faire de choix. Ça a un nom, c'est ce qu'on appelle le paradoxe du choix. En fait, on a tellement d'options devant nous que parfois, pour un oui ou pour un non, on se met à plus répondre aux gens. On les ghost. Tout simplement parce qu'on a trouvé mieux ailleurs et que si les apps de rencontre permettent plutôt facilement d'engager la discussion avec des inconnus, elles permettent surtout très rapidement de s'en désengager en un claquement de doigts. Alors, on s'est tous déjà fait ghoster. C'est pas très agréable, mais il faut comprendre que les applis peuvent aussi renforcer un comportement toxique. Pour vous donner une idée, dans une enquête UFC Que Choisir qui date de 2019, vous savez, c'est l'asso qui défend les consommateurs. Une femme sur 3 disait avoir été victime d'injures ou de menaces sur une appli de rencontre. Ça fait vraiment beaucoup et malheureusement, ça m'étonne pas tellement. On entend de plus en plus d'histoires d'incels, des mecs involontairement célibataires qui ont tellement la haine de pas trouver l'amour, qui finissent souvent par développer une haine de l'autre et souvent une haine des femmes. J'ai des potes parfois qui m'envoient des messages qu'elles reçoivent sur Tinder et franchement, c'est hallucinant. Quand on se met sur une appli de rencontre, de base, c'est pour passer un bon moment. C'est pas pour se faire harceler. Et c'est pas non plus pour se faire avoir par une entreprise à qui on confie nos données. Bah, j'ai bien fait de désinstaller cette appli, les mecs. Bon, et j'ai une angoisse un peu plus méta, un peu plus globale, celle des données. Quand Judith m'a expliqué toutes les données que Tinder avait emmagasinées sur elle, ça m'a fait super flipper. 800 pages de données. Je trouve ça assez perturbant de me dire qu'il y a des grosses boîtes américaines qui possèdent plein de données hyper intimes sur des millions et des millions de personnes à travers le monde. Ces entreprises, elles savent ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, elles savent où on est, elles savent notre orientation sexuelle, elles savent ce qui nous attire ou non chez une personne. Parfois... En vrai, qu'est-ce qui empêche Tinder de vendre ces données à d'autres entreprises? Elles ont des infos sur nos pratiques sexuelles, sur nos fantasmes, elles stockent parfois même des données médicales sur nous, ou des nudes qu'on aurait envoyées à quelqu'un, sans penser que le ou la destinataire ne serait pas la seule à avoir une trace de ces photos. Alors bon, tant que ces données sont stockées, anonymisées et qu'elles sont pas utilisées, on se rend pas forcément compte du risque. Mais le truc, c'est que certaines grosses boîtes derrière les apps peuvent décider de vendre nos données. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une histoire qui est parue récemment dans la presse qui m'a choqué. En gros, aux États-Unis, un groupe catholique ultra conservateur a dépensé 4 millions de dollars pour acheter les données d'applications homosexuelles comme Grindr. Et le but de ce groupe catho ultra conservateur, c'était d'identifier les prêtres actifs sur ces apps pour les signaler auprès des évêques à travers les États-Unis. Disons. Ouais, mais y a pas des lois qui sont censées nous protéger par rapport à ça? Je sais pas, l'anonymat, c'est autorisé ça? Les mots, c'est une chasse à l'homme et c'est hyper flippant. Ce qui prouve bien que ces applications de rencontre, en vendant nos données, ne veulent pas toujours notre bien. En tout cas, c'est clairement pas leur prio. Notre bien vient après leur profit.
Pas aux USA. Ah ouais, frère. Hein. Ah bah, faut pas faire de dinguerie. Hein. Bon, alors, on est quelques semaines plus tard. Le but de En mon France, enquête... c'est interdit. Normalement, ouais, c'est ça. Mais aux États-Unis, c'est open comme ça, frère. Genre, vraiment, je peux acheter des données confidentielles sur des gens. Dans le plus grand des calmes, genre. Ça doit être un minimum. Il doit y avoir une loi quand même pour encadrer ça, quoi. Ça peut pas être autant open, les gars, c'est pas possible. L'enquête, c'est pas de dresser un tableau seulement hyper noir des applis de rencontre. Je veux dire, il y a plein de personnes qui en sont hyper satisfaites. Rien qu'autour de moi, j'ai plein de potes qui se sont mis en couple grâce à Tinder ou Bumble. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je pense que c'est quand même important de garder en tête les différents points que j'ai voulu montrer dans cette vidéo. D'ailleurs, en faisant quelques recherches, je suis tombé sur une pétition qui date de 2020, qui a été lancée par une appli de dating qui s'appelle Abrico. Et concrètement, elle demande par contre, le nom des apps, c'est de pire en pire. Des applis de rencontre, d'informer clairement des mécanismes d'addiction qu'elles mettent en place et donc des risques encourus. En gros, les personnes derrière cette pétition demandent à ce que ces apps de rencontre soient soumises au même décret que celui qui impose aux jeux d'argent et de hasard d'écrire cette petite phrase à force qu'on connaît tous. Jouer comporte des risques, endettement, isolement, dépendance... En vrai, là-dessus, je suis d'accord. J'ai un numéro de non surtaxé pour être aidé. Et je pense vraiment que c'est une bonne idée. Et ça vaut aussi pour tous les créateurs de contenu qui font la promotion de ces applis de rencontre. Au passage, cette vidéo est sponsorisée par Fruits. Le mec, il a tout whipping, frère. Et puis, je crois aussi que pour avoir une consommation responsable des applis... Je pense que le gars est blacklist de toutes les applis de rencontre, là. C'est important de savoir ce qu'on cherche avant de les télécharger. Ça peut paraître comme du bon sens, mais je pense que c'est important. Moi, en tout cas, quand je me suis mis sur les apps, j'avais pas vraiment défini mes objectifs, et vraiment, je pense que j'aurais dû le faire. Alors, oui, c'est possible de bien utiliser les applis de rencontre. Mais n'empêche que j'ai découvert qu'il y a quelques années, il y a une enquête qui a été réalisée, seuls 39% des utilisateurs sont satisfaits des apps de rencontre. C'est l'un des plus mauvais scores de l'histoire des enquêtes de l'UFC que choisir. Je veux dire, quand on tape sur Google Tinder makes me, donc Tinder me rend ou Tinder me fait, les premières suggestions sont... c'est que des trucs énervés. Tinder makes me depressed, Tinder makes me feel ugly, Tinder makes me feel bad, worthless, anxious, lonely. C'est horrible, c'est affreux, c'est que du négatif. En fait, il y a un certain ras-le-bol à swiper sans s'arrêter. Un ras-le-bol qui pousse de plus en plus de jeunes à quitter les applis pour revenir aux bonnes vieilles méthodes. Puisque de toute façon, proportionnellement, les applis de dating mènent finalement assez peu à de vraies rencontres. Alors, est-ce que ça veut dire que les applis de rencontres sont en train de mourir? Est-ce que dans 10 ans, utiliser Tinder, ce sera devenu un truc de boomer? J'ai vu une story de Cyrus North. Ouais, mais moi en fait, le truc qui me fait flipper, les gars, c'est que je pense que plus on va avancer, et ça va empirer, en fait. Ça va être empiré, hein. Qu'est-ce qui peut être le Tinder 2? À quoi ça pourrait ressembler, genre? Quel style d'appli de rencontre tu pourrais créer pour que les gens ils soient encore plus addicts? Date des IA. Mais mec, tu sais que l'univers de l'IA c'est n'importe quoi, mec. Hein. C'est n'importe quoi. Hein. T'en as qui font des robots, ils implémentent une IA dedans. En fait, ça va remplacer. Enfin, genre vraiment la misère sexuelle, les mecs, ça va être de pire en pire. Hein. Ça existe. Ah ouais, les IA. Les IA. Oh là là, c'est. Oh. Ah mec, c'est chaud. Hein. C'est chaud parce que. Genre. Ah ouais, ça va encore plus nous désolidariser, pardon. Ça va même nous rendre un peu moins proches des humains, je pense. Parce que. Il y a peut-être des gens qui un jour préféreront sortir. C'est triste, hein. Il y a peut-être des hommes qui un jour décideront que c'est mieux de sortir avec une femme IA qu'avec une vraie femme. Voilà. Comme des femmes qui peut-être un jour décideront de sortir avec des hommes IA qu'avec un vrai homme. Et d'ailleurs, ça me rappelle un épisode de Black Mirror, les gars. Ça me rappelle un épisode de Black Mirror. Ah, merci Mokoto pour le 21e mois. Ça me rappelle un épisode de Black Mirror, les gars, où en gros, on suit une femme qui vient de perdre son mari parce qu'il a fait un accident de voiture. Et il y a une boîte qui lui envoie une réplique IA robot de son mari. Voilà. C'est exactement son mari à l'identique, sauf qu'il est plus performant. C'est-à-dire que, bah voilà, bon, vu que c'est une IA, bah, voilà, le gars il a cette amnéalité, donc par exemple au lit, tu te rends compte que l'IA elle s'occupe mieux de son vrai mari au lit, mais au fur et à mesure où tu avances dans l'épisode, bah, tu te rends compte que
il n'y a pas ce côté humain. Il y a ce côté trop parfait, en fait, les gars. Donc, en fait, Black Mirror, je trouve que de temps en temps, sur certains épisodes, ils sont assez avant-gardistes dans leurs idéaux, genre. C'est... Ouais, en fait, il y avait de l'émotion, mais c'était pas... En fait, ce qu'on recherche dans un être humain, les gars, c'est un truc imparfait. C'est ça qui nous rend humain. Mais si t'es là, et ton bot, il est carré, ouais, il est juste parfait. En fait, tu te fais chier, les mecs. Faut un truc un peu instable, quand même, quoi. Faut, de temps en temps, quelques conflits, faut des rapports d'opinion, faut tout ça. Et en vrai, cet épisode, si vous l'avez pas vu... allez le regarder, mais ouais, du coup, en fait, juste pour revenir un peu à la misère sexuelle, c'est vrai que maintenant, t'as de plus en plus de technologie pour te faire plaisir, et je pense que ça va forcément en découler sur le fait que y a de plus en plus de personnes qui préféreront de coucher avec des robots, parce que ils seront sexuellement plus satisfaits avec des robots qu'avec des vrais hommes. Et mais par contre et en plus de ça, il y aura pas ce côté attachement, tu vois. Il y aura un vrai détachement. Genre je soutiens pas du tout ce genre de pratique, tu vois. Mais au moins, en fait, les gens qui sont seuls et les gens qui sont seuls vont peut-être se foncer là-dedans, les gars. Hein. Par exemple, au Japon, je sais plus c'est quoi la stat, mais je crois que c'est peut-être 20%, un truc comme ça. Il y a beaucoup d'hommes au Japon qui consomment c'est des poupées sexuelles ou des trucs comme ça, quoi. C'est après voilà, qui sommes-nous pour juger? Ils font ce qu'ils veulent. Mais je dis juste que ça nous rend moins humains et qu'il y a moins de on a moins de ce rapport humain avec les autres, quoi. Voilà. Mais parce que d'un autre côté aussi, j'ai l'impression aussi que les relations humaines, les relations amoureuses, les gars, sont de plus en plus compliquées. Où il y a aussi plein de gens qui sont terrifiés. De... Les gars, il y a plein d'hommes qui sont terrifiés d'aller parler à des femmes. Et comme il y a des femmes, les gars, qui ont peur d'aller voir des hommes. Et en fait, ça dépend. Il y a des pays, les gars, où c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont se rabattre là-dessus, quoi. Voilà. Je préfère qu'ils utilisent une poupée plutôt qu'ils agressent des femmes dans la rue par manque. Oui, bon, là, vu comme ça, oui, je suis d'accord. Hein. Moi, où il partageait une du magazine Society, l'article décrivait une nouvelle tendance en matière de dating. Aujourd'hui, il y a des gens qui publient de longs Google Docs sur Twitter, dans lesquels ils se présentent vraiment en détail en espérant trouver l'amour. C'est presque le retour des petites annonces, mais sur les réseaux. Bon, à voir où ça mènera. Oh, intéressante la vidéo, les gars. Et moi, finalement, après plusieurs semaines d'enquête, j'ai retrouvé l'amour, mais pas sur Tinder. Merci Marc pour le 11e mois. Non, franchement, la vidéo a été vraiment intéressante, les gars. On a vu... ça va un peu dans la continuité de ce qu'on a vu avant. Putain, la transition, par contre, elle était smooth, les mecs. Hein. Franchement, donc bilan... Si je peux vous donner un conseil, les mecs, mettez pas de... Vous avez pas besoin d'appli de rencontre. Juste sortez. Et s'il y a des gens qui attendent l'amour, en vrai, les gars... Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est le moment où tu t'y attends le moins que ça arrive. Voilà. Genre, en fait, je pense que ça sert à rien d'attendre. C'est juste faites votre vie, les mecs. Faites votre vie. Et il y en a beaucoup aussi qui essaient de rechercher l'amour pour combler quelque chose. Mais le plus important, c'est vous. Les gars, le plus important, c'est vous. Vraiment. Et ce sera toujours vous le plus important. Ce sera pas les autres. Ce sera toujours vous. Je parle en amour, hein. Voilà. C'est l'amour propre, toujours supérieur à l'amour des autres. Donc, aimez-vous d'abord, et après le reste c'est du bonus. Voilà. Faut bouger avec toi-même et ne pas avoir peur de parler avec des inconnus. Vous prenez la chose comme vous le voulez, les gars. Vous prenez la chose comme vous le voulez. Mais arrêtez de vous poser des questions. Voilà. Arrêtez de réfléchir aussi, les gars. Juste faites votre vie et après vous verrez. Après vous verrez. Ça viendra naturellement. Et pareil les gars, quand je dis les gars, les mecs, encore une fois, c'est les hommes et les femmes de mon chat. Mais ne vivez pas dans la peur dans votre relation. Genre, les gars, si vous devez vous faire tromper, mais vous allez vous faire tromper et puis basta. Mais avancez. Voilà. Il y en a qui sont trop dans la prévention en mode ouais mais si elle fait ça et du coup après vous avez des comportements toxiques et du coup vous vivez dans la peur parce que vous êtes pas stable sur vos appuis parce que vous n'avez pas forcément confiance en vous ou vous allez trop vous questionner, vous allez avoir peur. Les gars,
Si vous devez vous faire tromper, bah vous allez vous faire tromper et puis basta. Et ça veut juste dire que c'était pas la bonne. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est tout, les gars. Donc c'est pour ça, avancer. Le plus important dans la vie, les gars, c'est d'avancer. Avancer, 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 avancer. Certes, ça fait mal, mais à partir du moment où t'es bien dans ta peau, t'es bien dans ta tête, t'es bien dans ton corps, t'es bien dans ton travail, t'es bien dans ta vie, et tu t'aimes, bah le reste c'est du bonus. Le reste c'est du bonus, les gars. C'est du bonus. Voilà. C'est du bonus, les gars. Sortez, même si vous n'avez pas de potes, avec qui sortir. Ouais, sortez, ouais. Mais ça dépend ce que vous recherchez. Vous n'êtes pas obligé de sortir. Moi, par exemple, je suis pas un mec qui sort. Je suis pas un mec qui sort. Je suis pas un mec qui prend énormément de plaisir, par exemple, à aller en boîte de nuit, à aller dans les bars. Moi, vous connaissez déjà mon avis sur les boîtes de nuit. Moi, je trouve que c'est de la merde. Voilà, mais ce n'est que mon avis. Mais s'il y en a qui arrivent à trouver de l'amusement dans les boîtes de nuit et qui arrivent à en tirer quelque chose de positif et que ça leur fait du bien, bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais moi personnellement, j'en reçois pas le besoin. Et le seul souci avec ces pratiques, c'est que en fait la société te dit ah ouais, mais si tu veux t'amuser, va en boîte de nuit. Ah ouais, mais si tu vas pas en boîte de nuit, t'es un mec chelou. Et ça, c'est un problème. Parce que les gens qui jugent parce que tu fais pas comme tout le monde, ça, c'est un problème. Voilà. Donc ne vous faites pas influencer parce que aller en boîte de... Si t'as pas envie d'aller en boîte de nuit, mais tu vas pas en boîte de nuit. Si t'as pas envie de faire quelque chose, tu ne le fais pas. Donc ne te fais pas influencer parce que la société dit que en fait c'est fun et sympa de sortir, de boire de l'alcool, de prendre de la drogue, j'en sais rien, tu vois. Frère, si t'as pas envie de le faire, tu le fais pas. Et voilà, personne ne doit te dire ce que tu dois faire dans la vie. C'est à toi de décider. Et si les gens ils disent que t'es has-been, que t'es mou du genou, que t'es un tocard parce que tu bois pas, ils ont rien compris, frérot. Ils ont rien compris. T'as pas besoin de boire pour t'amuser. Voilà. C'est moi quand j'avais les gars, quand j'avais en 18 et 20 ans, je pensais que je devais faire comme tout le monde et d'aller en soirée et boire de temps en temps, voilà, pour faire comme tout. Mais en fait, ça pue la merde, les gars. Ça sert à rien. Enfin, c'est mon avis, hein. Mais moi, la clope, la drogue, l'alcool, je les mets dans le même panier. C'est des trucs qui sont futiles. C'est des trucs qui vont te créer une illusion d'être un mec cool pour te désinhiber, mais en fait, ça ne sert à rien, les mecs. C'est pas ça la réalité. C'est à part défoncer votre corps. Bon, alors, après, ça dépend. Ça dépend. Par exemple, un petit verre de vin de temps en temps, voilà. Ça a été prouvé que, voilà, de temps en temps, prendre un petit verre, ça permet de libérer des pores, des trucs et tout. Donc, ok là-dessus. Mais je vous parle vraiment de l'abus. De ce genre de substance qui fait que, bah, à part paraître cool, bah, ça sert à rien, les mecs.